Merci Francis. Merci de l'invitation, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler ici aujourd'hui. Puis comme c'est le dernier CLUMAT de la session et de l'année, j'en profite pour remercier tous les bénévoles qui s'en sont occupés. Il y a eu vraiment des belles conférences. Puis c'est vraiment une partie importante du département. Je trouve le CLUMAT, c'est vraiment une belle richesse à l'Université de Montréal. Puis c'est cool qu'il y ait de la belle relève à chaque année pour s'en occuper. OK, donc bravo aux bénévoles. Donc aujourd'hui, je vais parler d'algèbre, de topologie puis de théorie des nœuds. Okay, donc voici le titre de ma conférence. Et plus particulièrement, on va s'intéresser à un invariant de nœuds qui s'appelle le polynombre de Jones, qui est un objet vraiment intéressant. Et donc voilà. Donc le plan de la conférence, ça va être d'abord de donner une rapide introduction à la théorie des nœuds, voir pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à des invariants de nœuds, voir c'est quoi le polynombre de Jones, calculer des exemples, puis ensuite essayer de voir comment est-ce que Jones est arrivé à définir cet invariant-là. Donc d'abord, c'est qui Jones? C'est lui. C'est un mathématicien du 20e, 21e siècle, malheureusement décédé en 2022. Et Jones, c'est un spécialiste de l'analyse fonctionnelle. Et c'est un analyste, puis lui, il s'intéressait à certaines algèbres d'opérateurs qu'on appelle des algèbres de von Neumann. Okay, ce ne sera pas du tout important c'est quoi ces algèbres-là pour aujourd'hui. Mon point, c'est juste de dire que c'est ni un topologue, ni un algébriste, puis il venait comme un peu d'un autre domaine, puis il est arrivé avec un invariant de nœuds, puis on va voir comment c'est arrivé. Donc c'est ça, il a remarqué un lien entre ces algèbres de von Neumann-là puis ce qu'on appelle des groupes de tresses. Ça l'a mené à développer le polynombre de Jones. Ça, c'était en 1984 à peu près. En 1989, il est arrivé quelque chose de formidable. Un physicien, Edward Witten, a trouvé un lien entre ce polynombre de Jones-là puis la théorie quantique des champs. Un lien vraiment profond qui a mené à plein de beaux résultats. Puis en 1990, Witten et Jones ont gagné la médaille Fields pour, entre autres, ces travaux-là. OK. Donc, première partie, la théorie des nœuds. Okay, je vous fais une introduction éclair à c'est quoi des nœuds puis pourquoi est-ce qu'on étudie ça. Okay, première question légitime, c'est quoi un nœud? C'est exactement comme vous pourriez l'imaginer. Okay, un nœud, c'est un bout de corde dans l'espace, puis on joint les deux bouts. Okay? Il y a plusieurs façons de faire ça. Si je prends le foulard à Geneviève puis que je m'imagine que c'est une corde, okay, il est dans l'espace comme ça, je fais ce que je veux avec, puis je rejoins les deux bouts, ça me fait un nœud. Si je fais juste ça, je ne l'ai pas noué, ça me donne ce qu'on appelle un nœud trivial. Super. Mettons qu'avant de joindre les deux bouts, je lui fais faire comme un nœud, comme on fait d'habitude dans la vie. Voici un nœud. Là, je joins les deux bouts. Ça me donne un nœud spécial que là, on ne voit pas du tout. Okay, mais ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Ça donne un nœud de trèfle. On va l'étudier plus tard dans la présentation. Et là, il y a toute une foule de nœuds qu'on pourrait étudier. Si vous avez déjà été scout ou si vous avez déjà été matelot, peut-être que vous en connaissez. Voici par exemple le nœud plat, qui est le nœud plat qu'on voit d'habitude, mais où on a joint toutes les extrémités des cordes ensemble. Ça, c'est la définition intuitive. Okay? Si vous voulez une définition formelle, en voici une. On va dire qu'un nœud K, c'est l'image d'un homéomorphisme F qui part de la sphère de une dimension S1, okay, qui est juste le cercle, qui va dans K, donc c'est l'image, à l'intérieur de R3. Okay, un homéomorphisme, c'est quoi? C'est une fonction qui est bijective puis qui est continue dans les deux sens. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, tant pis. Okay, on ne va pas utiliser ça pour le reste de la présentation, mais c'est comme ça que ça se formalise. Bon, ce qui nous intéresse, c'est les nœuds. Okay, mais c'est les nœuds à déformation près. Okay, parce que dans le fond, ce qui est important dans un nœud, c'est comment est-ce que les brins se croisent ensemble avant de se refermer. Okay, donc, si on prend le nœud trivial et qu'on lui fait faire une petite déformation comme ça, on voudrait considérer que c'est encore le même nœud. On n'a rien changé au nœud lui-même. Okay, puis on pourrait même le prendre puis twister un de ses bouts comme ça. Puis là, ça, c'est facile à défaire. Okay? On n'a pas vraiment créé un nouveau vrai croisement. On a juste pris un bout de la corde, on l'a twisté, puis on pourrait la détwister, puis ce serait le même nœud. Donc, on va vouloir considérer deux nœuds à équivalence près. C'est quoi une équivalence? Okay? On va dire que deux nœuds sont équivalents s'ils peuvent être déformés l'un dans l'autre de façon continue. En gros, ça veut dire quoi continu? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de déchirer notre corde, puis on n'a pas le droit de passer la corde à travers un autre brin de corde. Okay? C'est des choses qu'on peut juste pas faire en 3 dimensions dans l'espace. On ne se permet pas de les faire non plus pour dire que deux nœuds sont équivalents. Okay, passer de l'un à l'autre de façon continue, on va des fois appeler ça une isotopie ambiante, mais je ne vais pas du tout parler de comment est-ce qu'on formalise ça. Et là, donc, un des principaux problèmes de la théorie des nœuds, c'est, mettons que je vous donne deux nœuds K1, K2, est-ce que vous êtes capable de me dire s'ils sont équivalents? Par exemple, si je vous fais ce dessin-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire à quel autre nœud déjà sur la diapo ce dessin-là est-il équivalent? Trivial, OK? Effectivement, si je prends juste ce dessin-là, que je tire sur le brin de corde qui est par-dessus, que je l'apporte en bas, puis qu'ensuite je détwiste la petite boucle que j'ai, j'obtiens un cercle.
qui va me donner quelque chose comme le nœud trivial. Cet exemple-là montre que, si vous regardez un dessin, vous êtes capable de déterminer si ce nœud est trivial ou si ce nœud est équivalent à un autre. Mais déjà, juste en regardant rapidement le dessin, c'est pas clair. Il faut faire comme une petite étape mentale, il faut s'imaginer bouger les brins dans l'espace. Là, c'est un exemple pas trop compliqué, mais si je vous donne un immense nœud avec plein de croisements, là, ça devient rapidement difficile. Puis encore pire, si je vous demande de justifier votre réponse, là, c'est vraiment difficile. Vous êtes capable de le bouger dans l'espace, mais ça, c'est pas une preuve mathématique. Puis si vous essayez de me donner comme vraiment c'est quoi l'isotopie qui passe de ça à ça, vous finirez jamais. Donc, on va vouloir se donner des outils pour être capable de déterminer est-ce que deux nœuds sont équivalents ou pas. OK, donc ça, c'est ce que j'ai déjà dit. On représente tous nos nœuds à date comme des dessins en deux dimensions, ou un croisement, c'est juste que je dessine le brin par-dessus l'autre qui est en dessous. Et donc, on voudrait être capable de caractériser quand est-ce que deux dessins d'un nœud sont équivalents. Pour faire ça, pour nous aider à faire ça, on définit ce qu'on appelle des mouvements de Reidemeister. Le 0e mouvement, c'est pas vraiment un mouvement de Reidemeister, mais ce que je vous dis, c'est que si je prends un brin comme ça, peu importe comment je le dessine avec des tournants, ça n'a pas d'importance. Je pourrais juste tirer sur les deux bouts de corde puis me donner une ligne droite. Donc tout ça est équivalent. Le vrai premier mouvement de Reidemeister, c'est celui-là. Si je forme une boucle dans ma corde, comme ça, d'un bord ou de l'autre, comme on a dit tantôt, ça ne change rien, on peut juste la détwister puis réobtenir une corde droite. Donc ça, on appelle ça un mouvement. On a créé un croisement, mais dans le fond, il ne change rien. Le deuxième mouvement de Reidemeister, c'est celui-là. Si on a deux brins de corde qui sont un par-dessus l'autre, on peut juste les tirer de chaque côté puis les défaire. OK. Puis finalement, le troisième, légèrement plus compliqué. Mais en gros, ce qui se passe, on a un croisement ici, puis on a un brin de corde qui passe complètement en arrière. Puis le fait de le dessiner en haut du croisement ou en bas du croisement, ça n'a pas d'importance. De toute façon, le brin de corde est en arrière, fait que je peux le faire glisser derrière le croisement de ces deux brins-là. Ça ne change rien à mon nœud. Le point de ces mouvements-là, c'est que chacun a l'air évident. Je me concentre sur un petit bout d'un dessin de nœud, puis je me dis, OK, c'est vraiment facile de voir que ce truc-là, ça va être équivalent à ce truc-là dans l'espace. Ce qui est vraiment formidable, c'est que ces quatre mouvements-là sont en quelque sorte les seuls dont on a besoin. Parce qu'il y a un théorème de Reidemeister qui nous dit que deux nœuds sont équivalents si et seulement si on peut passer du dessin du premier nœud au dessin de l'autre nœud par une suite de mouvements comme ça. Donc, ça nous donne des critères complets pour déterminer si deux dessins d'un nœud sont équivalents. On a juste à essayer de passer de l'un à l'autre avec ces mouvements-là. Et on peut faire un exemple. Si on reprend le nœud qu'on avait dit tantôt qui était trivial, qui est celui-là, on devrait être capable de trouver une suite de mouvements de Reidemeister qui nous amène de ce dessin-là à un cercle. Faisons-le. La première chose, j'utilise le 0e mouvement pour ne rien faire. Je fais juste prendre ces deux parties-là puis je les monte ici. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je vais vouloir me concentrer sur cette partie-ci. Là, maintenant, c'est plus facile à voir que sur cette partie ici, je peux appliquer le mouvement 2. N'est-ce pas? Puis je vais juste pouvoir tirer la partie du haut du nœud à l'extérieur de la boucle pour me donner cette chose-là. Ouais? OK. Puis là, tout ce qui me reste à faire, c'est enlever la boucle que j'ai au milieu. Mais ça, c'est juste une application du mouvement 1 ici. Puis donc, j'enlève la boucle, ça me donne un cercle. Rien de super compliqué, mais encore une fois, on est parti avec un diagramme, un dessin qui n'avait pas énormément de croisements. En général, ça peut être une très très longue liste, mais on peut tout le temps passer de l'un à l'autre avec ces quatre mouvements-là. OK. Mais donc, pour être capable de distinguer, avant ça, je vais vouloir travailler dans un peu plus de généralité que des nœuds. Je vais considérer ce qu'on appelle des entrelacs. C'est quoi un entrelac? C'est un ensemble de nœuds dans l'espace. Par exemple, si je prends deux nœuds triviaux, deux cercles, puis que je les imbrique l'un dans l'autre comme ça me donne un dessin qui ressemble à ça. C'est deux nœuds triviaux, mais les deux sont entrelacés. On appelle ça un entrelac de Hopf. Donc, rien de très compliqué, c'est juste plusieurs nœuds mis ensemble. Ils peuvent être liés ou pas. Puis donc, on est à la recherche d'outils pour nous aider à déterminer si deux entrelacs donnés sont équivalents ou pas. Une bonne façon de faire ça, un bon moyen, c'est de construire ce qu'on appelle des invariants.
C'est quoi un invariant? C'est une quantité qu'on va associer à un dessin ou à un diagramme d'un nœud et qui va être identique pour des dessins ou des nœuds qui sont équivalents. Donc, si je vous donne un dessin, je vais vous donner une façon de calculer une quantité associée à ce dessin-là. Cette quantité-là, elle ne va pas dépendre du dessin que j'ai choisi pour représenter le nœud. Deux nœuds équivalents vont toujours arriver à la même réponse. Et donc, en particulier, si je prends deux dessins, que je calcule ma quantité et que ça ne me donne pas la même chose, je suis capable de déterminer que ça donne deux nœuds, que ces deux nœuds-là sont nécessairement différents. Si ça avait été pareil, ça m'aurait donné la même réponse. Il y a toute une foule d'invariants différents. Par exemple, le nombre de nœuds à l'intérieur d'un entrelac, c'est un invariant. Ici, je pars avec deux cercles. Il y a deux nœuds triviaux. Peu importe comment je les bouge dans l'espace, si j'arrive avec des entrelacs qui sont équivalents à celui-là, je vais toujours avoir exactement deux nœuds dans mon entrelac. Je ne vais pas pouvoir faire apparaître un nouveau cercle. Un autre invariant peut-être plus difficile à voir, c'est le nombre minimal de croisements dans le dessin en deux dimensions d'un nœud. Par exemple, ici, pour notre nœud de trèfle, on a 3 croisements, puis je vous affirme que ça, c'est le nombre minimal de croisements que vous devrez avoir si vous dessinez ce nœud-là en 2 dimensions. OK? Évidemment, il n'y a pas de... Ça, c'est le nombre minimal. Il n'y a pas de nombre maximal. OK? Parce que je pourrais prendre cette branche-là ici, puis lui ajouter un twist. Ensuite, rajouter un twist, puis faire ça à l'infini. OK? On ne changera jamais notre nœud, puis on va toujours ajouter des croisements. Mais le nombre minimal, c'est un invariant. Et ensuite, il y a toute une famille de ce qu'on appelle des invariants polynomiaux. Okay? Donc, à chaque dessin d'un polynôme, à chaque dessin d'un nœud, ou d'un entrelac, on associe un polynôme qu'on est capable de calculer. Puis ces polynômes-là, ils vont être invariants, ils vont être égaux si on part avec 2 dessins équivalents. Le premier, ça a été le polynôme d'Alexander, qui a été défini en 1923, sur lequel Conway a ensuite travaillé pour donner comme une autre variante, qui s'appelle le polynôme de Conway-Alexander en 1969. Il y a le polynôme de Jones en 1984, qui va être la star du reste de notre présentation. Puis, il y en a plein d'autres. Entre autres, il y a le polynôme Humfly-Pt, défini en 1985-87, qui est comme une généralisation du polynôme de Jones. Mais donc, il y en a tout plein, puis ils sont intéressants à étudier. OK. Donc, je vous présente le polynôme de Jones. Je vous présente une première approche au polynôme de Jones pour le calculer. Je vais vous présenter ce qui s'appelle la méthode de Kaufman. Donc, ça a été découvert par Kaufman. Puis c'est une méthode par étapes qui va nous permettre de partir d'un dessin puis obtenir un polynôme. La voici. Le but de cette diapo, je vous présente la méthode, vous comprenez rien, on fait un exemple, puis ensuite on y revient, puis ça devrait être correct. Donc, la première étape, on prend un entrelac ou un nœud K, on calcule ce qu'on appelle son polynôme crochet. Le polynôme crochet, il est obtenu de façon algorithmique à partir de 2 règles. La première, c'est celle-là. Si je pars avec un croisement, si je calcule le polynôme crochet d'un nœud, où je me concentre sur ce croisement-là à l'intérieur d'un nœud, donc ici, vous l'imaginez, c'est comme un truc local. Vous vous concentrez sur un croisement à l'intérieur d'un nœud, mais ici, vous vous imaginez que les brins sont connectés à d'autres affaires, puis en vrai, c'est un dessin d'un nœud. Ce que vous faites, c'est que vous prenez ce croisement-là, puis vous le remplacez par une somme. Une somme où ici, à l'intérieur de votre nœud, vous remplacez le croisement par des trucs qui lient les 2 brins d'en haut et les 2 brins d'en bas, fois une variable A, plus un autre terme où à la place de lier les 2 brins d'en haut et les 2 brins d'en bas, vous liez les 2 à droite et les 2 à gauche. Puis vous multipliez par A inverse. Ça va devenir plus clair tantôt. À force de faire ça, vous remplacez ici un croisement par des trucs où il n'y a pas de croisement. Vous appliquez ça à tous les croisements à l'intérieur de vos nœuds. À un moment donné, vous n'aurez plus de croisement, vous allez juste avoir des cercles. Plein de nœuds triviaux ensemble. Puis une fois que vous êtes rendu là, le crochet de plein de cercles ensemble, ça donne une certaine constante, ou une certaine un polynôme en A, exposant n-1, où n, c'est le nombre de nœuds triviaux à l'intérieur. Donc ici, j'ai 3 nœuds triviaux, donc ici, ça me donnerait exposant 2. OK? Là, on a calculé le polynôme crochet. On calcule ensuite un autre polynôme qu'on appelle L, qui est le polynôme crochet de K, multiplié par un certain facteur. Moins A à la 3, exposant moins W de K, où W de K, c'est ce que j'appelle la torsion, c'est juste un entier. La torsion, on va y revenir plus tard.
Puis une fois qu'on a fait ça, on a un polynôme L. Puis pour trouver le polynôme de Jones, on fait un changement de variable. Okay, on pose que le polynôme de Jones d'un entrelac K, c'est un polynôme presque un polynôme en T. On va voir plus tard. Mais c'est juste le polynôme L évalué en T à la moins 1 K. OK. Faisons un exemple. On reprend notre nœud de trèfle. Puis là, notre première étape, ça va être d'appliquer la première règle. Okay, donc, ce que ça nous dit, on se concentre sur un croisement. Mettons qu'on prend celui-là. Okay, puis là, on regarde juste ce qui se passe autour de ce croisement-là. Ce que ma règle me dit, c'est que je devrais obtenir une somme de deux termes, okay, de deux polynômes crochets, de nouveaux nœuds, où dans le premier, j'ai remplacé le croisement par des lignes qui lient les deux brins d'en haut et les deux brins d'en bas. Puis dans le deuxième terme, à la place, j'ai lié les deux brins à gauche puis les deux brins à droite. Okay, je me concentre juste sur ce qui se passe à ce croisement-là. Puis tout le reste, je fais juste continuer de le faire suivre. Okay, j'ai rien changé au reste du nœud. Mais là, en faisant ça, j'ai obtenu un A puis un A inverse. Puis là, je vais continuer. Okay, puis à chaque fois, je vais appliquer cette règle-là, puis je vais obtenir des A inverses qui vont finir par se multiplier, s'additionner, puis ça va me donner un gros polynôme. Okay, donc on continue. Maintenant, je vais développer le premier terme. Je me concentre sur ce croisement-là. Je fais le même travail. Okay, je remplace par des brins qui lient les bonnes affaires ensemble. J'obtiens des nouveaux A inverses. Okay, puis là, je fais la même chose, mais là, je vais faire deux croisements en même temps. Le calcul lui-même n'est pas super important. Okay, croyez-moi, ça fonctionne. C'est ça que ça va donner à la fin. Mais à chaque fois, je me concentre sur un croisement, puis j'obtiens des nouveaux calculs de polynômes crochets où j'ai remplacé des croisements par des trucs qui n'ont pas de croisement. Là, je suis arrivé à un point tournant dans mon calcul. Okay, ici, les 4 polynômes crochets que j'ai, c'est des polynômes crochets de trucs qui n'ont plus de croisement. Okay, ici, par exemple, j'ai obtenu deux cercles, un cercle, deux cercles. Rendu là, je peux les remplacer par les facteurs donnés par la règle 2. Okay, donc pour le premier, je le remplace par moins a carré moins a à la moins 2, exposant 2 moins 1. Okay, ça me donne moins a carré moins a à la moins 2. Puis l'autre, j'ai juste un cercle, okay, c'est exposant 0, fait que ça me donne 1. Encore juste un cercle, ça me donne 1. Puis le deux cercles, je le remplace par moins a carré moins a à la moins 2. Puis là, je simplifie tout ça. Voilà. OK. Là, j'ai réglé mon premier facteur, mon premier terme ici en haut. Là, il faudrait que je fasse mon deuxième terme. Je vous épargne les détails du calcul. Ça donne ça. OK, et là, je simplifie, je mets tout ça ensemble. Et voilà. Le polynôme crochet du nœud de trèfle, c'est moins a à la 5, moins a exposant moins 3, plus a exposant moins 7. On est content, on a calculé notre premier polynôme crochet. A priori, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Okay? On a associé un polynôme. Je devrais mentionner aussi qu'il y a peut-être des gens qui me diront c'est pas un polynôme, j'ai des exposants négatifs. Okay? Tout le long de la présentation, ce que je vais appeler polynôme, c'est des polynômes de Laurent. Donc, on se permet d'avoir des exposants négatifs. OK. Donc, on a réussi à calculer notre polynôme crochet. Mais comment est-ce qu'on sait que ce polynôme-là, c'est un invariant de notre nœud? Okay? On a pris un dessin, on a calculé un polynôme, mais dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voudrait que peu importe le dessin équivalent qu'on a choisi, on obtienne la même chose. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier ça? Ben, on a vu tantôt que les façons de passer d'un dessin à un autre dessin équivalent, les seules façons qu'il est nécessaire de vérifier, c'est en passant par des mouvements de Reidemeister. Donc si on est capable de montrer que calculer un polynôme crochet avant ou après avoir appliqué un mouvement de Reidemeister, ça donne la même chose, ben, on va être capable de montrer que pour n'importe quel dessin équivalent, ça donne la même réponse. Okay, donc on a juste besoin de vérifier ces relations-là. Bon, la première, facile. Il n'y a même pas de croisement, il n'y a aucune relation du polynôme crochet qui intervient là-dedans. Ça ne change rien si je bouge un peu ma ligne. D'accord. Le mouvement 1, je vais y revenir tantôt. Le mouvement 2, okay, mais on peut juste calculer le crochet, ou encore, une fois, je gère ça comme quelque chose de local, puis je m'imagine qu'il y a des brins qui sont liés ailleurs, à l'extérieur du dessin de mon nœud. Mais là, on fait juste le même calcul qu'avant. Là, je vais se concentrer sur le croisement d'en haut du dessin, les remplacer par la bonne somme. Je fais la même chose en bas. Là, je me rends compte que ici, ce dessin-là, c'est juste deux lignes qui lient les trucs en haut, les trucs en bas. Ici aussi, fois un rond. Ici aussi. Puis ici, à la place, je lis les choses à gauche puis à droite. Je lis les choses à gauche puis à droite, c'est exactement ça. Okay, donc, je voudrais arriver à ce terme-là.
première bonne nouvelle, ici j'ai un A inverse puis un A, ça donne 1. OK, donc j'ai exactement une fois ce terme-là. Tout ce qui me reste à vérifier, c'est que le reste s'annule. Puis là, si on fait le calcul, qu'on met les coefficients ensemble, ça donne 0. Et donc tout ce qui nous reste, c'est ce terme-là ici. Et donc on a montré que si on part avec un dessin d'un nœud, où on a deux brins un par-dessus l'autre, comme ceux-là, ben c'est le polynôme crochet va donner la même chose que celui où on a remplacé les deux brins un par-dessus l'autre par deux brins séparés, qui connectent les mêmes choses. Donc ça fonctionne. Et là, encore une fois, je vous épargne le calcul pour le troisième mouvement. Ça marche aussi. Okay, là, on pourrait faire un calcul de la même façon. Ça va donner la bonne chose. OK? Mais là, je vous ai dit, je reviens au 1 plus tard. Qu'est-ce qui arrive si on essaie de calculer le polynôme crochet d'un twist comme ça? Okay, ben, on a juste un croisement. On le remplace ici par la bonne chose. Le cercle ici, ça va contribuer à un facteur comme ça. Okay, puis là, on additionne tous les coefficients. Ça me donne une ligne droite fois moins A cube. Puis là, on panique. OK? Je suis parti d'un truc qui était équivalent à une ligne droite. J'ai calculé le polynôme crochet, puis oups, j'ai gagné un facteur moins A cube. Qu'est-ce que je fais? Cette chose-là, c'est pas un invariant. Rappelez-vous, OK, le polynôme crochet, c'est pas ça qui nous intéresse. Ma deuxième étape, c'était de dire, on prend un nouveau polynôme L, qui est le polynôme crochet, multiplié par un certain facteur. Puis ce facteur-là va venir exactement compenser les espèces de twists inutiles que j'ai rajoutés dans mon dessin de mon diagramme. Okay, donc pour calculer ce facteur-là va dépendre d'un nombre, W de K, que j'ai appelé tantôt la torsion. La torsion, ça va faire précisément ça. Okay, ça va tenir le compte du nombre de croisements à l'intérieur de mon nœud, du sens de ces croisements-là. Puis ensuite, en multipliant par la constante, ou le facteur que je viens de montrer, ça va précisément compenser les facteurs que j'ai gagnés à cause des twists. OK. Donc, c'est quoi une définition de la torsion? Je prends K, un entrelac orienté. Je n'ai pas encore dit c'était quoi orienté. Okay, le point, c'est juste que tu prends un dessin d'un entrelac, puis tu donnes un sens de parcours okay, à ton dessin. On va voir un exemple dans 2 secondes. La torsion de K, c'est une somme. Okay, je prends la somme sur les croisements P de mon entrelac. Okay, puis à chaque fois, je somme le signe de mon croisement. Donc, si j'ai un croisement de cette forme-là, okay, où j'ai maintenant des orientations sur mes brins, okay, si je prends le brin qui est au-dessus du croisement puis que je le rapporte sur le brin en dessous en préservant la bonne orientation, ici, remarquez, je tourne dans le sens positif. Mon croisement est positif. Ici, il faut plutôt que je tourne dans le sens négatif. Mon croisement est négatif. Faisons un exemple. Okay, on reprend notre nœud de trèfle. Là, il faut l'orienter, fait qu'on lui donne un sens de parcours. Okay, on se dit maintenant, mon nœud de trèfle, je le considère avec orientation, puis quand je me déplace dessus, ben, je me déplace dans ce sens-là. Là, j'ai 3 croisements. J'ai 3 endroits où il faudrait que je calcule le signe de mon croisement. Si je commence par celui-là, okay, mais je prends mon brin qui est sur le dessus, puis je le parcours comme ça. Puis si je veux le rapporter sur le brin en dessous, il faut que je fasse une rotation dans le sens positif. Donc ce croisement-là, il est de signe plus 1. En fait, c'est la même chose pour tous mes autres croisements. Donc j'ai 3 croisements de signe plus 1. Puis là, si je calcule la torsion, ben, je fais juste les additionner. 1 plus 1 égale 3. Donc la torsion du nœud de trèfle, c'est 3. Génial. Maintenant, ce qui nous intéresse des propriétés de la torsion, c'était précisément de gérer les twists inutiles qu'on rajoute à notre diagramme. Okay, donc, mettons que je rajoute un twist comme ça. Ben, ici, si je calcule le signe de ce croisement-là, ça va me donner un croisement positif. Et donc, si j'ajoute cette chose-là, encore une fois, j'interprète ça de façon locale. Je m'imagine qu'il y a un reste de diagramme de nœuds associé à chacun des bouts. Ben, la torsion du diagramme où j'ai ajouté ce twist-là, ça me donne exactement 1 plus la torsion du diagramme où je remplace le twist par une ligne droite. Et donc, à chaque fois que je rajoute un truc comme ça, je vais vouloir diviser par moins a à la 3 pour compenser le moins a à la 3 que j'obtiens quand je calcule le polynôme crochet. OK? Et donc, voici le théorème. Ce polynôme-là, L, où je prends le polynôme crochet, et là, je divise par moins a à la 3, W de K fois. Ça me donne un invariant de nœud. C'est-à-dire qu'il est invariant sous isotopie ambiante, okay, ou sous déformation continue du dessin de mon nœud. Puis ensuite, le polynôme de Jones, okay, c'était ce polynôme-là, mais avec un changement de variable. Mais si celui-là ne dépend pas
du diagramme, du dessin, le polynôme de Jones non plus. OK. Oui. Pour obtenir le polynôme de Jones. Ça, c'est la méthode de Kaufman pour le calculer. C'est pas comme ça que le polynôme de Jones a été défini pour la première fois. C'est juste une méthode pour arriver à la même réponse. Donc, on peut finir notre calcul. On s'était arrêté ici pour le polynôme, le nœud de trèfle. On avait obtenu ce truc-là. On a calculé que la torsion, c'était 3. Et donc, on divise par moins a cube à la moins 3. Ça nous donne cette expression-là. Puis finalement, si on veut calculer le polynôme de Jones, ça nous donne cette chose-là. T à la 1 plus T à la 3 moins T à la 4. Génial! Voici un polynôme de Jones. Et maintenant qu'on a calculé un exemple, on peut se demander, OK, c'est-tu un bon invariant? Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Qu'est-ce que je veux dire par un bon invariant? OK, je vous définis un nouvel invariant. Vous me donnez n'importe quel dessin de nœud, je vous ressors 1. Si vous me donnez 2 nœuds équivalents, je vais vous ressortir 1 dans les 2 cas. C'est un invariant de nœud. C'est pas très intéressant. Okay, ça vous permet de distinguer absolument aucun dessin de nœud. Donc, on aimerait que notre invariant soit capable de distinguer le plus possible des dessins de nœuds qui ne sont pas équivalents. Le rêve, ce serait d'avoir un invariant qu'on appelle complet. Okay, puis on va dire qu'un invariant est complet s'il prend des valeurs différentes dès que 2 d'entre eux sont différents. Si je te donne 2 dessins d'entre eux pas équivalents, alors l'invariant te ressort 2 quantités différentes. Mauvaise nouvelle, le polynôme de Jones, ce n'est pas un invariant complet. Okay, puis en fait, pour l'instant, on ne connaît aucun invariant polynomial complet pour des nœuds. Puis même le polynôme de Jones, c'est pas si difficile. Bon, il y a une infinité de nœuds pas équivalents qui donnent la même réponse. C'est pas trop difficile de trouver des exemples. Okay, voici 2 nœuds. Okay, pas trop difficile dans le sens de je m'attends pas à ce que vous le fassiez à la main pendant ma présentation. Okay, mais puis je m'aventurerai jamais à calculer un polynôme de Jones comme ça devant une audience. Mais tout de même, okay, ces 2 nœuds-là, on peut montrer qu'ils ne sont pas équivalents. Mais si on calcule leur polynôme de Jones, ça donne la même réponse. OK, mauvaise nouvelle. Mais il est bon dans d'autres choses. OK, donc parlons un peu de chiralité. C'est quoi la chiralité? Mettons que je vous donne un nœud K, okay, puis on le regarde dans un miroir. Okay, ça donne une réflexion de ce nœud K-là. On appelle cette réflexion K étoile. Okay? Si K est différent de K étoile, on dit que le nœud K est chiral. Okay, la chiralité, c'est la propriété d'un nœud qui est capable de se différencier de son image par un miroir. Par exemple, si on prend le nœud de trèfle, on met un miroir, on regarde sa réflexion. C'est-tu équivalent? Ben là, c'est dur à dire. Ça a l'air, tu sais, ça ressemble. Il y a le même nombre de croisements, ça a l'air de se combiner de façon similaire. Mais on ne sait pas trop. Ouais, bon point. Peut-être. Ce serait une bonne façon d'essayer de voir si c'est la même chose. OK, mais là, on vient de calculer le polynôme de Jones pour le nœud K. On pourrait faire la même chose pour K étoile. Je pense que je me suis trompé dans mes signes. Bon, ça devrait être... On avait calculé que c'était T à la 1, T à la 3, T à la 4. OK, ça devrait être le contraire. Ça, c'est le polynôme de K étoile. Ça, c'est le polynôme de K. Désolé. OK, mais est-ce que vous remarquez quelque chose? Les signes d'exposants sont exactement flippés. OK, puis ça, c'est pas une coïncidence juste pour le nœud de trèfle. C'est un théorème. Si on calcule le polynôme de Jones de K étoile, ça donne exactement le polynôme de Jones de K évalué en T inverse. OK, en particulier, ça donne un critère facile à essayer pour essayer de voir si un nœud est chiral. OK, ben si on évalue son polynôme en T inverse, puis que ça ne donne pas la même chose que l'évalué en T, alors K est un nœud chiral. Cool? Ouais. On avait dit qu'il y avait des polynômes qui étaient genre. Tu sais, il y avait le même polynôme, mais c'était 2 images différentes. Comment on est sûr que, genre, à les exposer après, ça reste les mêmes polynômes, genre, ben, les mêmes dessins, genre, juste avec une symétrie? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est ça, c'est un truc partiel, OK? C'est pas, si on obtient la même réponse, on ne peut pas conclure que le nœud est achiral, amphichiral ou pas chiral. Okay? C'est une conclusion seulement dans un des deux sens.
C'est comme le test de convergence. OK? Mais il s'avère que le polynôme de Jones est très bon pour détecter la chiralité. Okay? Assez bon pour que dans son papier original, Jones fasse la conjecture suivante. Et donc, si un entrelac L est pas amphichiral, okay? Puis pas amphichiral, ça veut juste dire chiral. Okay? Si un entrelac L est chiral, alors le polynôme de Jones de L étoile n'est pas égal au polynôme de Jones de L. Puis il dit, OK, j'ai calculé des exemples, ça a l'air de marcher, mais il est quand même prudent. OK, il dit qu'il parierait seulement 10 $ dessus. Bon, il a bien fait d'être prudent parce que c'est faux. Mais il est quand même pas pire. OK. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à vous introduire un invariant de nœud. On calcule un exemple, puis là, je vous donne 2 raisons de dire qu'il est un peu poche. C'est la vie, fait qu'on va changer de sujet. OK? Deuxième partie, je vais vous parler un peu d'algèbre, puis de comment est-ce que Jones est arrivé à définir cet invariant polynomial. Okay, donc, je vais parler du groupe de tresses, puis de l'origine de ce polynôme. Okay, vous allez peut-être me dire, voilà, tu as parlé d'algèbre, tu as parlé de polynôme. Okay, mais j'ai pas introduit une seule structure algébrique, donc ça comptait pas. Je vais vous parler du groupe de tresses. C'est quoi une tresse? C'est aussi ce qui peut correspondre à votre idée de la vraie vie de c'est quoi une tresse. Okay, on met n points le long d'une ligne. On met n brins de cordes qui pendent de chacun de ces points-là. Puis là, on peut les tresser dans l'espace. Okay, donc les brins descendent. Les brins sont obligés de tout le temps descendre vers le bas. On n'a jamais le droit de remonter. Okay, mais les brins descendent puis vont se coller à n points en bas. Okay, mais entre-temps, on a pu les tresser comme on veut. OK? Mettons qu'on prend 2 tresses, alpha et bêta, qui ressemblent à ça. Mais là, je vous ai OK, c'est des tresses à 4 brins. OK, puis je vous les ai placées de façon suggestive. OK, il y en a une qui est au-dessus de l'autre, puis comme, hop, il y a 4 points, ça donne le goût de les coller. Là, une fois qu'on les a collés, ben là, on se dit, OK, ben si j'oublie qu'ici, j'ai 4 points, ben ça me donne une nouvelle tresse. J'ai encore 4 points en haut, 4 points en bas, je les ai collés ensemble, pouf, ça me donne une nouvelle tresse. Cette nouvelle tresse-là, je vais l'appeler alpha fois bêta. Okay, c'est un processus qui me dit, je prends 2 tresses, okay, puis ça m'en donne une troisième. Je fais juste les concaténer. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle une opération binaire. OK? Une fois que ça s'est introduit, là, je remarque que pour cette opération binaire-là, j'ai certaines tresses spéciales. Okay, par exemple, si je prends la même tresse alpha, que je la multiplie par cette tresse-là, où je prends 4 brins verticaux puis je fais rien avec. Okay, mais je colle cette tresse-là en dessous, puis au fond, mais j'ai rien changé à ma tresse originale. Okay, je prends une tresse, puis je fais juste continuer les brins. Dans le fond, c'est la même chose que alpha. Okay, j'ai oublié de dire, mais toutes ces tresses-là, on les considère comme avant à isotopie près. Okay, donc on peut déplacer les brins dans l'espace, tant qu'on ne déchire rien puis qu'on ne fait pas passer une corde à travers une autre, ça donne la même tresse. OK? Un élément qui a cette propriété-là. Okay, là, je l'ai multiplié à droite. J'aurais pu multiplier à gauche. J'aurais mis ça au-dessus. Ça m'aurait encore donné alpha. Okay, un élément qui a cette propriété-là, on appelle ça une identité. Okay, ou un élément neutre pour cette multiplication. Ouais. Ça veut dire que, juste pour revenir avec ton point de hauteur, la hauteur justement qui se croise n'a pas vraiment d'importance. C'est juste le nombre de fois qu'on croise les choses. Ben, ça peut avoir de l'importance parce que le fait de se croiser peut permettre de croiser d'autres brins. Okay? Des fois, ça n'aura pas d'importance. Des fois, ça va être important de croiser avant ou après. Ouais. On va voir un peu tantôt comment ça apparaît. OK? Ensuite, on peut définir une autre tresse spéciale. Étant donné encore alpha, si je multiplie par cette tresse bien choisie, je les colle ensemble, mais là, je remarque que ce brin-là, je peux le tirer complètement à gauche, puis ensuite replacer ces 4 brins-là. Ce que ça me donne, c'est une tresse avec 4 brins verticaux. Ça, c'est ce qu'on appelle un inverse. Okay, que j'ai noté alpha exposant moins 1. Là, si vous avez déjà fait de la théorie des groupes, ben, j'imagine que c'était déjà un peu un divulgateur dans le titre de la diapo. Okay, mais cette chose-là donne précisément un groupe. Voici une définition d'un groupe, si vous ne l'avez jamais vu. C'est quoi un groupe? C'est un ensemble qui est muni d'une opération binaire, okay, qui prend 2 éléments du groupe, m'en donne un troisième. Ici, c'est la multiplication, la concaténation de diagrammes. Puis là, il faut que ça respecte quelques propriétés. Okay? Premièrement, c'est associatif.
Ici, j'en ai pas parlé, mais c'est clair que si je vous donne 3 tresses, ben vous les mettez une par-dessus l'autre, puis ça n'a pas d'importance lesquelles 2 vous avez fait en premier. Il faut qu'il existe un élément neutre, qui est une identité E, tel que si je le multiplie à gauche ou à droite, ça me redonne l'élément G pour n'importe quel élément G de mon groupe. Puis finalement, j'ai des inverses, que si je multiplie à gauche ou à droite, ça me redonne l'élément neutre. Identité. OK. Évidemment, tout ça, okay, j'ai dit que ça forme un groupe, mais ce qui forme un groupe, c'est les tresses à n brins, pour un n fixé. Okay? Parce que si je vous donne 2 tresses qui n'ont pas le même nombre de brins, vous n'avez aucune façon de les concaténer pour donner une tresse qui a du bon sens. Le groupe de tresses à n brins, on va le noter Bn. Et là, je vais attirer votre attention sur des éléments spéciaux que j'appelle sigma i. C'est quoi sigma i? Je laisse tous mes brins tranquilles, je prends mon im puis mon i plus une m, puis je les croise. Okay, c'est une tresse à n brins, c'est dans Bn. Ouais. Avant-arrière, as-tu de l'importance ou on peut ouais. prendre le i par Non, ça a de l'importance. Okay, je peux les bouger dans l'espace, mais il faut que je les bouge à l'intérieur du rectangle. Okay, je ne pourrais pas prendre ce lien-là puis le faire sortir complètement du rectangle puis le passer en dessous. On n'a pas le droit de faire ça. OK. Phrase lourde. Ce que je vous dis, c'est que les sigma i engendrent Bn. Qu'est-ce que ça veut dire, engendre? Ça veut dire que n'importe quel élément de Bn peut s'écrire comme le produit de certains sigma i. Okay, où j'ai mis des exposants plus ou moins 1 parce que ça peut être sigma i ou sigma i inverse. D'ailleurs, c'est quoi sigma i inverse? OK, ben, c'est un diagramme où je laisse tout tranquille, sauf encore une fois i et i plus 1, puis je fais juste les croiser, mais avec celui devant qui est différent. Et puis là, vous pouvez coller ça à ça dans votre tête, puis vous assurer que ça redonne bel et bien l'identité. Okay, donc, ce que ça veut dire engendre, n'importe quelle tresse à n brins, je peux l'écrire comme un produit des éléments comme ça. Faisons un exemple pour se convaincre que ça a un peu d'allure. Je reprends la même tresse alpha. Je remarque que dans alpha, dans le fond, j'ai 3 croisements. J'en ai un ici, ici, ici. Puis je pourrais juste comme les décaler puis les faire sur des niveaux différents. Okay, je commence par faire celui-là, ensuite celui-là, puis ensuite celui-là. Ensuite, si je me concentre sur chacun des étages, bien, je vois que chacun de ces éléments-là, ça correspond à soit un sigma i, soit un sigma i inverse. Puis donc, cette chose-là, je peux la réécrire comme sigma 1 inverse fois sigma 2 fois sigma 3 inverse. Ça me donne ma tresse alpha. Le théorème, c'est qu'on peut faire ça avec n'importe quelle tresse, aussi compliquée qu'elle soit. OK. On a un ensemble de générateurs. Prochaine chose qu'on fait, si vous avez fait théorie des groupes, on est à la recherche de relations. Okay? Ce qu'on vient de dire, c'est que ces sigma i-là sont suffisants pour construire n'importe quelle tresse. Maintenant, on aimerait ça savoir comment est-ce que les sigma i interagissent ensemble. Première chose, mettons que je fais un sigma i puis un sigma j, mais que je les prends assez loin. Je prends les indices assez loin pour qu'ils ne jouent pas pantoute sur les mêmes brins. OK? Ben, ici, clairement, ça n'a pas d'importance que je fasse ce croisement-là avant ou après, que je les fasse en même temps, et que je les glisse le long des brins. De toute façon, ils ne touchent pas au même brin. Donc, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on retient de ça, okay, c'est que sigma i, sigma j, ce produit-là, il est égal au produit sigma j, sigma i, si les indices sont assez loin. Indices assez loin, okay, leur différence en valeur absolue est plus grande ou égale à 2. C'est juste pour s'assurer qu'ils ne jouent pas sur les mêmes brins. Première relation. Deuxième relation, qu'est-ce qui arrive s'ils jouent sur les mêmes brins? Okay, je prends un sigma i, puis ensuite je prends le sigma i plus 1. Okay, fait que là, ici, ce lien-là, il est passé à travers un croisement, puis il passe à travers un autre croisement. Si je regarde un produit de la forme sigma i plus 1, sigma i, je le réécris comme une tresse comme ça, je me rends compte que dans le fond, le brin qui passe complètement en arrière, ben, je pourrais le tirer en bas. Je le tire en bas, ça me donne cette tresse-là. Là, je la réécris comme un produit de 3 tresses, ça me donne cette affaire-là ici. Okay? Donc, à la place, le premier croisement en bas, c'est celui entre les deux derniers brins. Ensuite, un entre les deux premiers, puis ensuite un entre les deux premiers, puis ensuite un entre les deux derniers encore. Ça me donne sigma i plus 1, sigma i plus 1. Okay? Donc, si vous comparez à gauche et à droite, ce que vous retenez de ce calcul, c'est qu'on a cette nouvelle relation-là. Sigma i plus 1, sigma i est égal à sigma i plus 1, sigma i plus 1. Cool. Ces deux relations. Miracle. C'est tout. OK? Bn, c'est le groupe qui est engendré par les sigma 1 jusqu'à sigma n-1. Okay? Parce que sigma n-1 croise ces deux brins-là. Avec les relations que je viens de vous présenter.
Ça, c'est une présentation par générateur et relation du groupe de tresses. Donc, juste à l'aide de ces équations-là et ces éléments-là, je suis capable de capturer toute la structure du groupe de tresses. Puis ensuite, pour l'étudier, pour définir des morphismes, pour faire plein d'affaires qu'on fait en théorie des groupes, on a juste besoin de ça. OK. Et là, vous va venir, c'est quoi le rapport? OK? C'est une présentation sur les nœuds, puis là, ça fait comme 10 minutes que je vous parle de tresses. Mettons qu'on part d'une tresse. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on pourrait faire un nœud avec? On colle les bouts. Okay, tu prends une tresse qui ressemble à ça, puis whoop, tu recolles les bouts comme ça. Là, je ne peux pas faire ça en 3D sur ma diapo, fait que je les colle sur le côté. Là, c'est pas cute, mais ça forme un nœud. OK, pour le fun, c'est quoi ce nœud-là? Ben, on applique des mouvements de Reidemeister. OK, on peut détwister cette affaire-là ici, détwister cette affaire-là ici, détwister cette affaire-là ici. On arrive au nœud trivial. OK? Tout ça pour ça. Cool. Mais un théorème vraiment intéressant, c'est le théorème d'Alexander qui nous dit que n'importe quel entrelac est donné par la fermeture d'une tresse. Okay? C'est-à-dire que peu importe l'entrelac qu'on veut étudier, je suis capable de trouver une tresse que quand j'étudie sa fermeture, ça me donne exactement cet entrelac-là. Et donc, en un certain sens, étudier les tresses et leur fermeture, c'est suffisant pour étudier n'importe quel entrelac. OK. Deuxième question, c'est-tu une correspondance bijective? Mais là, on a comme une mauvaise nouvelle dès le départ. On est parti de alpha, qui est une tresse non triviale, puis on est arrivé au nœud trivial. OK, mais j'aurais aussi pu prendre une tresse à un brin, je fais rien au brin, je le referme, ça me donne un cercle. Donc, c'est certainement pas bijectif comme correspondance. OK. Dommage, mais c'est quoi la prochaine étape? Ben, comment est-ce que je peux déterminer si deux tresses mènent au même entrelac? On va essayer de trouver des conditions. Première chose, si je prends une tresse à n brins, OK, puis que ensuite, je prends mes n brins, je rajoute un n plus unième brin, puis je rajoute un croisement à la fin. OK, ça ressemble à ça. Oubliez que je l'ai fermé. J'ai ma tresse bêta, ici, qui va bouger ces n brins-là. Peu importe comment, je les représentais par un rectangle, on ne sait pas ce qui se passe là-dedans, mais peu importe. Puis qu'à la fin, je rajoute un autre croisement entre le nème brin et le n plus unième brin. Mais là, si je referme tout ça, puis que j'applique le premier mouvement de Reidemeister, j'enlève ce croisement supplémentaire-là, qui au fond ne donnait rien de neuf. Puis là, si j'oublie qu'ici j'ai des petits points, puis que je fais juste tout replier ça à l'intérieur, ben ça me donne exactement la même chose que la fermeture de bêta. Ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement de Markov. Je prends une tresse qui est dans Bn, je lui rajoute sigma n, okay, où on aurait pu faire sigma n inverse. Ça me donne une nouvelle tresse qui, quand je la referme, me donne le même entrelac que la fermeture de bêta. OK? Chose qui va être importante pour plus tard. Par contre, ici, on a ajouté un croisement. On se rappelle tantôt que chaque fois qu'on ajoutait un croisement puis qu'on calculait une donnée correspondante à cet entrelac-là, il fallait diviser par un facteur supplémentaire. OK? Donc, il va falloir tenir compte de ces affaires-là. Autre façon, si je prends une tresse bêta puis une tresse G, puis que je calcule ce qu'on appelle en théorie des groupes la conjugaison par G, ben alors sa fermeture, si je la dessine, j'ai une tresse bêta. D'un côté, j'ai multiplié par G, de l'autre côté, j'ai multiplié par G inverse. OK, mais ici, j'ai des liens qui vont jusqu'en haut. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je prends la partie G inverse ici, je la glisse le long des liens, puis je viens la coller sur la tresse G en haut. Les deux vont s'annuler, donner l'identité, c'est juste des brins droits. Ça me donne la même chose que la fermeture de bêta. OK. Et là, c'est assez. OK? Le théorème de Markov nous dit que si on a une tresse bêta n à n brins, puis une tresse bêta prime m à m brins, ben alors, leurs fermetures sont équivalentes en tant que nœud ou entrelac, si et seulement si la tresse bêta prime m peut être obtenue à partir de bêta n par une suite de déconjugaisons dans un groupe de tresses, puis des mouvements de Markov, okay, dans un sens ou dans l'autre. Donc, soit ajouter un croisement ici, soit enlever un croisement. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Je vous rappelle que l'objectif, c'est qu'on cherche des invariants de nœuds. Maintenant, on s'est ramené des entrelacs ou des nœuds à des tresses. Puis là, on vous dit, c'est exactement comme ça que deux tresses mènent au même entrelac ou au même nœud. Donc, pour définir un invariant de nœud, on peut définir une fonction sur des tresses en s'assurant que ces fonctions-là respectent ces propriétés-là.
pour construire des invariants de nœuds. Donc voici la méthode. Okay, on suppose qu'on a des fonctions Jn qui partent du groupe de tresses à n brins, puis qui vont vers R, okay, où R, bon par exemple, ça pourrait être un anneau de polynôme, peu importe c'est quoi un anneau, okay, tu pars de Bn, puis à chaque tresse, j'associe un polynôme par la fonction Jn. Okay, pour tous les n. Puis là, elle respecte les propriétés suivantes. Si je conjugue B, une tresse B par une tresse G, ça me donne la même affaire. Puis si j'applique un mouvement de Markov à la tresse B, bien, ça me donne la même affaire multipliée par un certain facteur qui va compenser le fait que j'ai ajouté un croisement superflu. Ça va? OK, peu importe les détails, ça c'est juste me dire que j'ai une fonction Jn qui respecte les équivalences de tresses. On appelle des fonctions comme ça pour chacun des groupes de tresses des traces de Markov. Puis là, comment est-ce qu'on part d'une trace de Markov puis on définit un invariant de nœud? OK, ou un invariant d'entrelacs. On prend un entrelac L, on prend une tresse qui, quand je prends sa fermeture, ça me donne l'entrelac L, OK, pour B une tresse dans Bn. Puis je pose l'invariant associé à L comme étant mon nombre alpha qui vient de ma trace, exposant moins, encore une fois, la torsion de la fermeture de ma tresse, puis j'applique Jn à ma tresse. Et ce théorème, ça donne un invariant de nœud. Et là, pour les dernières minutes qui me restent, je vous montre comment est-ce que Jones applique exactement cette méthode-là pour obtenir son polynôme de Jones. OK? Qu'est-ce que Jones faisait? Il étudiait des algèbres de von Neumann, AN. Okay? C'est des algèbres de dimension finie, qui sont engendrés par des projections. Okay? C'est des projections, c'est des opérateurs dans un espace de Hilbert. Okay? Puis ces algèbres respectaient ces relations-là. Les détails ne sont pas importants, mais ce qui est important, c'est de faire comme Jones, puis se dire, wow, ça ressemble. Okay, ici, j'ai une certaine fonction taux qui dépend d'une variable t. Mais ça ressemble quand même pas mal aux relations du groupe de tresses. Puis par contre, il savait que par de la théorie des algèbres de von Neumann, il savait que sur ces algèbres-là, il existe une trace. Okay, qui part de AN, puis qui donne un certain nombre complexe, qui respecte ces propriétés-là. Puis là, encore une fois, ça ressemble à ce qu'on veut. Okay? Ici, le fait que la trace de AB soit égale à la trace de BA. Okay? Si on prend A comme étant ça, B comme étant ça, bon, on les change de bord. Là, le G inverse annule le G, puis ça me donne Jn de B. Okay? Donc, cette propriété-là, ça fonctionne. Puis la deuxième, mais ça ressemble drôlement à un mouvement de Markov où je gagne un facteur taux de T. Et là, okay, le reste, c'est des détails que je ne ferai pas. Mais Jones arrive à définir un morphisme qui appelle une représentation du groupe de tresses à l'intérieur de cet algèbre d'opérateurs de von Neumann, AN. C'est quoi un morphisme? En gros, c'est une application qui part du groupe, qui préserve la structure, puis qui t'amène dans un autre endroit, ici dans AN. Okay, donc, il trouve des bonnes combinaisons linéaires de ces EI, EJ là, pour respecter la structure, okay, puis les relations du groupe de tresses, puis ça donne un morphisme. Puis après avoir appliqué ce morphisme-là, on peut appliquer la trace, puis ça donne un invariant de nœud. Okay, donc comment ça marche? On prend un entrelac, on le représente par la fermeture d'une tresse. Une fois qu'on a une tresse, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce morphisme-là pour l'envoyer dans l'algèbre de von Neumann. On applique la trace qui vient de la théorie de l'analyse fonctionnelle, okay, pour donner un nombre complexe. Mais ce morphisme-là dépend ici des trucs qui dépendaient de t. Et puis c'est t qui va devenir notre variable. Puis là, on a juste besoin de renormaliser par un certain facteur dont les détails importent peu. Et ça donne un polynôme de Laurent en les variables racine de t inverse. Et ça donne un invariant d'entrelac qui est précisément le polynôme de Jones. Donc c'est comme ça que Jones est arrivé à définir ça. Et là, je reviens un peu sur ce que je vous ai dit tantôt. On a réussi à calculer des exemples, mais je vous ai dit après, il est un peu poche. Puis en fait, la raison pour laquelle le polynôme de Jones est important, c'est pas nécessairement parce que c'est un bon invariant de nœud. Okay? C'est plutôt parce que, à travers cet invariant de nœud-là, Jones est arrivé à faire un pont entre la théorie de l'analyse fonctionnelle, la théorie des nœuds, la topologie. Okay? Puis cette théorie-là d'analyse fonctionnelle était utilisée pour essayer de formaliser certains aspects de la mécanique quantique. Okay? Puis c'est en faisant ce premier lien-là, peut-être pas tout à fait premier, mais en faisant un lien très important entre la physique quantique puis de la théorie des nœuds, okay, ça a mené à tout plein de développements
puis au développement, entre autres, de ce qu'on appelle la topologie quantique. Okay? Puis là, ça a été vraiment florissant, puis ça a mené à plein de belles avancées. Puis donc, c'est un peu grâce au polynôme de Jones qu'on a réussi à faire ce magnifique pont entre deux domaines différents. Voilà. Merci beaucoup.